Vous êtes depuis déjà un certain temps un ardent promoteur de la démocratie directe, en tant que porte-parole du mouvement Démocratie directe et résilience. Et vous venez tout récemment de co-initier un collectif pour l'instauration du référendum citoyen libre et souverain. Pourquoi ce collectif et quel est son objectif ? L'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne disposant d'un pouvoir souverain sur l'élaboration du corpus législatif et institutionnel faisait déjà partie des objectifs de premier niveau du mouvement Démocratie directe et résilience. Mais nous n'avions pas encore mis en place de stratégie concrète pour tenter d'y parvenir. Alors c'est aujourd'hui chose faite, puisqu'avec le concours du Cercle des citoyens français, nous avons co-initié cette démarche qui d'ores et déjà rassemble de nombreux citoyens et associations ayant décidé de se mobiliser pour engager des travaux devant aboutir d'ici quelques mois à la rédaction collaborative d'un projet de modification de la Constitution de 1958 et notamment de l'article 3, article qui traite du référendum et de ses modalités. Mais ce référendum d'initiative citoyenne est déjà proposé par de nombreux partis. On en a notamment entendu parler lors de la dernière campagne présidentielle, où plusieurs candidats avaient inscrit ce référendum à leur programme. Qu'apportez-vous de plus avec ce collectif ? Nous n'apportons pas quelque chose de plus, nous apportons quelque chose d'autre. Je vous remercie d'ailleurs de me poser cette question parce qu'elle va me permettre de tenter de dissiper deux malentendus. Le premier malentendu, c'est qu'il n'y a pas un seul référendum d'initiative citoyenne, mais plusieurs. Ou plus exactement, il y en a autant que d'hommes politiques qui en parlent. Dit autrement, le référendum de M. Mélenchon n'a rien à voir avec celui de M. Asselineau, qui lui-même est largement différent de celui de Mme Le Pen, qui lui-même ne ressemble pas à celui de M. Dupont-Aignan, ce dernier référendum n'ayant rien à voir avec celui préconisé par M. Hamon. Pour ne citer que les projets les plus connus. En réalité, il en va de même de cette notion devenue tarte à la crème de référendum d'initiative citoyenne, RIC, ou référendum d'initiative populaire, RIP, comme il en va de la démocratie ou de l'écologie. C'est-à-dire que faute de définition claire et basée sur des principes rigoureux, chacun peut y mettre dedans ce qu'il arrange, le moment voulu et selon l'argumentation souhaitée. Le deuxième malentendu, c'est que tous, je dis bien tous sans exception, tous ces projets de référendum d'initiative citoyenne ou populaire, voire d'initiative partagée, qu'ils soient présentés ici ou là, ne sont que des impostures démocratiques, habilement montées par les représentants du système oligocratique ou par ceux qui les soutiennent, dans le but de pouvoir troquer un véritable contre-pouvoir citoyen contre un leurre, le jour où la pression populaire deviendrait éventuellement suffisamment forte pour qu'il soit contraint de ratifier l'adoption d'une telle mesure. Mais il n'y a rien là de bien nouveau, c'est un phénomène politique bien connu qui se nomme la récupération. Dans l'hypothèse que je viens d'évoquer, ces imposteurs pourraient alors nous dire « Voyez comme nous sommes démocrates, voyez comme nous tenons compte de l'opinion des citoyens, puisque nous avons adopté le référendum d'initiative citoyenne. » Mais en réalité, il n'y aurait rien dans ce référendum, ou tout au moins pas grand-chose, permettant réellement à la volonté populaire de s'exercer. Mais sur quoi vous basez-vous pour dire que tous les référendums d'initiative citoyenne autres que celui présenté par votre collectif ne sont que des impostures? Avez-vous fait une analyse critique et argumentée de tous ces projets de référendum que vous dénoncez? Bien sûr que oui, mais il serait trop long, dans le cadre de cet entretien, de disséquer par le détail et mot à mot tous ces projets. Ce travail a été fait pour ce qui concerne les 5 candidats à la présidentielle de 2017, et ce travail a été publié sur nos différents supports sous le titre « Le référendum d'initiative citoyenne vu par les représentants du système ».
Ce document est facilement consultable et notamment il est décrit dans une vidéo de 15 minutes publiée sur notre chaîne YouTube, la chaîne Demain la démocratie, et dont l'adresse cliquable s'affiche ici à l'écran. Cette étude démontre de façon indiscutable que tous ces prétendus référendums citoyens ne sont que des attrape-nigauds, de simples leurres bourrés d'imprécisions et de restrictions plus ou moins occultes. Mais n'est-ce pas quand même faire un procès d'intention à tous ces politiciens? Les points négatifs de leur projet que vous dénoncez ne constituent-ils pas de simples lacunes possiblement améliorables? Ne tombez-vous pas un peu dans la théorie du complot en affirmant le caractère volontairement manipulatoire de ces lacunes? La liberté de pensée et d'opinion, si tant est qu'elle existe encore réellement en France, m'autorise à soupçonner les politiciens professionnels de cacher en permanence leurs intentions réelles ou celles de leurs commanditaires. Et je vous ferai observer que cette défiance est partagée par la majorité du corps électoral, comme en témoigne le nombre d'abstentionnistes aux récentes législatives, nombre devenu aujourd'hui clairement majoritaire. Mais ce procès d'intention, terme que je ne réfuterai pas, ne repose pas que sur la constatation d'un état ponctuel de l'opinion publique. Mais il se fonde surtout sur une analyse historique qui montre que depuis l'avènement de l'oligocratie, en lieu et place de la monocratie en 1789, la minorité représentative a toujours cherché à récupérer systématiquement à son profit les aspirations du plus grand nombre. L'exemple le plus édifiant, c'est la façon dont l'oligocratie bourgeoise naissante de 1789 a volé au peuple sa révolution. Car ce que nous nommons aujourd'hui l'initiative citoyenne correspond ni plus ni moins aux aspirations de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-État, ce tiers-État dont Emmanuel Joseph Sieyès disait dans son célèbre opuscule intitulé « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Il disait « Le tiers-État est tout. Or aujourd'hui il n'est rien et il aspire donc à devenir demain quelque chose. » Or, on sait fort bien que, à partir de cette analyse et de cette prédiction, Sieyès, qui est l'un des artisans principaux du système oligocratique qui perdure encore aujourd'hui, fit en sorte que ce quelque chose souhaité par le peuple devienne en réalité un pas grand-chose. Parce que ce système, initié après 1789 et qui perdure encore aujourd'hui, sous une forme inchangée, ce système n'est pas une démocratie. Démocratie est un terme désignant un système où c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Mais nous sommes dans une oligocratie, terme désignant un système où le pouvoir est exercé par une minorité de personnes. À partir du moment où c'est l'histoire elle-même qui nous apprend que la survie du système oligocratique repose sur la confiscation du pouvoir citoyen par une minorité, par cette minorité, comment voulez-vous imaginer qu'un référendum proposé par un oligocrate soit un dispositif instaurant un véritable pouvoir citoyen? C'est tout simplement incompatible et par voie de conséquence impossible. Mais alors, quelles sont les caractéristiques précises de votre référendum d'initiative citoyenne et surtout, en quoi diffère-t-elle fondamentalement de celle des autres référendums proposés par ceux que vous nommez les représentants du système? Bon, vous l'avez bien compris, nous considérons que tous ces référendums d'initiative citoyenne, populaires ou partagés, sont en réalité de faux référendums. Et nous nous démarquons d'eux, en premier lieu, par son intitulé, par l'intitulé que nous donnons à notre référendum. Nous l'avons nommé le référendum libre et souverain, avec, pour acronyme, RLS. Donc nous ne parlons pas de RIC, RIC, ni de RIP, RIP, mais de RLS. Ce qui signifie déjà que nous ne parlons pas de la même chose. Bien plus, nous considérons que le terme RIC, RIC,
a été tellement galvaudé qu'il vaut mieux carrément l'ignorer. Vous pouvez constater de plus que le mot citoyen ne figure pas dans notre sigle RLS, car il s'agit d'un référendum libre, souverain, et donc forcément citoyen et rien d'autre, sans qu'il soit besoin de le préciser. Sur le fond, le RLS se distingue du RIC par le fait qu'il est basé sur 5 principes, alors que le RIC, le RIC, n'est basé sur aucun principe autre que celui de se nommer citoyen. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas un principe, sans compter en plus que le mot citoyen n'est pas précisément défini. Bref, la notion de RIC est à géométrie variable, ce qui n'est pas le cas du RLS. RLS qui doit être conforme à 5 principes suivants. Premier principe, le RLS a une vocation exclusivement nationale. Deuxième principe, le résultat d'un RLS est souverain, il ne peut être abrogé que par un autre RLS. Troisième principe, le RLS est libre et il n'existe aucune entrave à sa formulation. Quatrième principe, le RLS comprend 3 phases, l'initiative, le débat, la votation. La phase 1 et la phase 2, l'initiative et le débat, doivent faire chacune l'objet d'un dispositif spécifique rigoureusement indépendant du dispositif représentatif. Et enfin, cinquième principe, le résultat d'une votation n'a de légitimité démocratique que si la moitié au moins du corps électoral s'est exprimée. Jugez-vous que ces 5 principes soient suffisants pour instaurer un référendum libre et souverain et puissent donc être intégrés tels quels dans la Constitution, ou prévoyez-vous de les définir plus en détail? Alors, ces 5 principes pourraient suffire en l'état de leur formulation. Ce serait déjà 10 fois plus précis que la formulation qui définit le référendum dans l'article 3 actuel de la Constitution actuelle. Mais nous ne souhaitons pas laisser un trop large champ interprétatif au système oligocratique qui, ne l'oublions pas, resterait en tout état de cause maître de l'exécutif. Et c'est la raison pour laquelle ces 5 principes font l'objet de déclinaisons en 11 règles d'application dont la rédaction définitive est précisément l'objectif du collectif que nous animons. Mais revenons sur ces principes un par un. Pouvez-vous nous dire, tout d'abord, pourquoi votre RLS devrait avoir une vocation exclusivement nationale et pas régionale ou locale, par exemple? Alors, l'une des raisons qui nous a poussé à poser des principes pour élaborer la charte de RLS, c'est de lever un certain nombre de confusions généralement attachées à la notion de référendum d'initiative citoyenne. Et on va voir que chacun de ces 5 principes, d'une certaine façon, éclaircit la manière quelque peu floue et imprécise d'imaginer ce référendum dans l'esprit commun. Alors, pour ce qui est plus précisément du premier principe que vous évoquez, celui de sa vocation locale, régionale ou nationale, nous avons tenu à affirmer qu'il avait un caractère résolument national, car qui peut le plus, peut le moins, et c'est pour nous une façon claire et sans ambiguïté de refuser de considérer le RLS comme essentiellement dédié au traitement de problèmes locaux et régionaux d'aménagement du territoire ou d'infrastructures sociales, objet limité d'ailleurs auquel voudrait manifestement le réduire bon nombre de zélateurs oligocratiques du RIC. Bon, c'est également une façon d'affirmer le rôle premier du RLS, du référendum libre et souverain, rôle premier qui est d'intervenir sur la loi générale et la Constitution. Son rôle second, qui est celui d'être en capacité de peser sur certaines décisions opérationnelles de l'exécutif, n'étant qu'une conséquence de son pouvoir souverain. Par ailleurs, en disant que le RLS a une vocation exclusivement nationale, nous ne disons pas qu'il ne peut pas
pas intervenir sur des décisions ou des réglementations régionales, mais tout simplement qu'il doit le faire dans le cadre d'une consultation nationale. Ce principe nous paraît devoir s'imposer d'autant plus que le principe même d'intérêt régional n'est pas clairement défini, ni même esquissé dans le droit français. Vous dites ensuite que le RLS est souverain et qu'il ne peut être abrogé que par un autre RLS. N'est-ce pas un truisme, une simple tautologie? Si on lit en détail la Constitution de 58 et la Déclaration des droits de l'homme qui la complète, on s'aperçoit que le flou et l'amphigourisme sont souvent la règle pour ce qui concerne la rédaction juridique des différents articles. Alors, pour ce qui nous concerne, afin de trancher avec cette pratique détestable pour les citoyens, mais qui présente néanmoins l'insigne avantage pour les oligocrates, de pouvoir faire dire ce qu'ils veulent le moment voulu au texte constitutionnel, il ne nous a pas paru utile, il ne nous a pas paru inutile de préciser clairement ce que contient la notion de souveraineté, quitte à sembler enfoncer une porte ouverte, mais qui pourtant ne l'est pas. En effet, lorsque l'article 3 de la Constitution actuelle dit que le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire du référendum, cette affirmation est trompeuse, car contredite un peu plus loin par l'article 89, qui réserve cette même souveraineté au président de la République, lui seul ayant l'initiative du référendum. Si l'on s'en tient à cette rédaction constitutionnelle actuelle, un référendum présidentiel pourrait alors venir annuler le résultat d'un référendum libre et souverain, d'un RLS. Et c'est précisément ce que nous voulons éviter dans l'hypothèse pas souhaitable, mais pas impossible non plus, où ce référendum représentatif serait maintenu. Enfin, ce principe souligne également que le RLS est l'outil du pouvoir suprême, ce qu'il n'est pas inutile de réaffirmer et peut ainsi couper court à toute contestation ou ergotage juridictionnel à venir. Votre troisième principe dit que le RLS est libre et qu'il n'existe aucune entrave à sa formulation. Que faut-il entendre par là? Qu'un RLS peut proposer tout et n'importe quoi? Bon, je ne dirais pas ça ainsi, mais ce n'est pas littéralement faux. En réalité, cette façon que vous avez de dire les choses est assez symptomatique d'une certaine crainte de la vraie démocratie que ressentent les esprits formatés par le système oligocratique, lorsqu'ils ont le sentiment qu'on s'en approche de plus près, de la démocratie. Ce troisième principe, qui définit de façon très précise le mot « libre », est crucial pour donner au référendum toute sa force de véritable pouvoir citoyen. Il permet également de débusquer à coup sûr les faux zélateurs du référendum citoyen, c'est-à-dire les partisans de la pérennité d'une domination confirmée du pouvoir représentatif, néanmoins assorti d'un référendum citoyen qui soit un gadget impuissant. Cette supercherie démocratique leur permettrait ainsi, à peu de frais, d'invoquer de leur bonne volonté démocratique aux yeux du peuple. Car en effet, prôner l'instauration d'un référendum citoyen qui serait limité tant dans le champ des mesures qu'il pourrait proposer que dans son mode de formulation, équivaudrait à une trahison pure et simple de l'idéal démocratique. Et c'est exactement ce que font tous ceux qui refusent le caractère libre du référendum citoyen. Ou plus exactement, qui refusent de préciser ce qu'ils mettent comme contenu dans l'adjectif libre. Cet adjectif libre, de même que son substantif générique liberté, font partie de ces notions tarte à la crème dont j'ai déjà parlé, et que les maîtres oligocratiques refusent soigneusement de définir avec précision afin de pouvoir les utiliser à leur avantage et en toutes circonstances. Dans les faits, 3 types de limitations sont généralement imposées au référendum citoyen proposé par les représentants du système. 1. L'interdiction de proposer conjointement plusieurs mesures distinctes.
2. L'interdiction de proposer conjointement plusieurs mesures relatives à des matières différentes, à des rubriques différentes. 3. À des thèmes différents. 3. L'obligation de donner une réponse par question, autrement dit l'interdiction de proposer une réponse globale. Le véritable objectif de ces limitations, invoquées par ceux qu'il faut bien nommer les imposteurs du référendum citoyen, ou imposteurs démocratiques, c'est de n'autoriser à ce référendum atrophié que la faculté de décider de modifications législatives partielles, donc, par voie de conséquence, mineures. Parce qu'ils savent bien, en effet, que les matières principales de l'organisation sociétale, que sont notamment la liberté individuelle, l'égalité des chances, la solidarité, la conduite de l'entreprise, l'organisation des services publics, la création monétaire, la réglementation du crédit, la transmission du patrimoine, les biens communs et le foncier agricole sont, etc., sont interdépendantes et que toute modification en profondeur de l'une d'entre elles en impacte forcément une ou plusieurs autres. Et donc, imposer comme limite à une réforme du corpus législatif l'interdiction de modifier plus d'une matière à la fois, c'est donc empêcher toute possibilité d'engager une réforme globale et, par voie de conséquence, réduire le pouvoir du référendum citoyen à des modifications mineures. Et c'est bien précisément le but poursuivi par les imposteurs, par ceux que nous nommons les imposteurs du référendum citoyen. Voyons maintenant le quatrième principe. Le RLS comprend 3 phases. 1. L'initiative. 2. Le débat. 3. La votation. Et les phases 1 et 2, initiative et débat, font chacune l'objet d'un dispositif spécifique, rigoureusement indépendant du dispositif représentatif. Là encore, n'êtes-vous pas en train d'énoncer des évidences ? Des évidences ? Alors, votre question est intéressante parce qu'elle montre à quel point le formatage, j'en ai déjà parlé, des esprits peut conduire à juger évidentes par le citoyen ordinaire des notions qui sont pourtant soigneusement occultées par le discours oligocratique. La très grande habileté de ces imposteurs étant précisément de faire croire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites en réalité. Les phases 1 et 2 du RLS, l'initiative et le débat, sont un archétype de ce stratagème. C'est-à-dire qu'on nous parle de référendum citoyen uniquement en tant que dispositif de votation. C'est la phase 3. Tout en restant muet sur les phases d'initiative et de débat. Comme si ça coulait de source que ces phases allaient s'organiser toutes seules, comme par magie. En réalité, dans l'esprit de tous ces RIC, ces phases sont entièrement organisées, ou organisables, et manipulées, manipulables par le système représentatif. Dans les faits, et tout comme le principe précédent, ce principe 4, au-delà du sens profond qu'il renferme, agit chaque fois qu'il est contredit, chaque fois qu'on le contredit, il agit en catalyseur de l'imposture démocratique. Car rien n'est plus craint par les tenants de la suprématie du pouvoir représentatif que de voir adopter un dispositif référendaire citoyen qui disposerait pour son fonctionnement de moyens comparables à ceux dont ils bénéficient eux-mêmes pour exercer leur pouvoir législatif, réglementaire ou opérationnel. Ces oligocrates, en effet, n'envisagent le référendum citoyen qu'à la seule condition qu'il soit privé de tout dispositif indépendant permettant de favoriser, de faciliter ou de financer l'émergence de l'initiative par le biais, par exemple, de cercles, de chambres d'initiative citoyenne. Parce que l'initiative citoyenne n'est qu'un mot vide de sens si elle n'est pas accompagnée d'une structure permettant sa mise en place.
face à la méga-machine de l'oligocratie avec son Assemblée nationale, budget annuel 580 millions d'euros, son Sénat, budget annuel 340 millions d'euros, ses conseils régionaux, budget annuel 30 millions d'euros, ses conseils municipaux, budget annuel 1 milliard d'euros, son gouvernement, coût annuel 550 millions, sans oublier la machine de guerre des partis politiques dont le budget peut être estimé à 60 millions d'euros, pour ne citer que les postes principaux. Face à cette somme colossale de près de 3 milliards d'euros, eh bien, les oligocrates verraient très bien une initiative citoyenne fondée sur le simple bénévolat et privée de tout financement pour assurer le fonctionnement des cercles d'initiative citoyenne, réduisant ainsi presque à zéro le risque de voir émerger le moindre projet. Ce quatrième principe affirme donc de façon très claire la nécessité de créer une infrastructure d'initiative totalement indépendante de l'oligocratie, infrastructure permettant à tous les citoyens qui le désirent de participer à des cercles ou des clubs d'initiative citoyenne. Maintenant, pour ce qui concerne ce que nous nommons la phase 2, c'est-à-dire la phase qui suit la phase de l'initiative, le débat, et qui va permettre à tous les citoyens qui le désirent de débattre des projets afin de pouvoir éclairer leur vote ultérieur par l'expression d'avis contradictoires librement exposés. Eh bien, par rapport à cette phase 2, la phase de débat, les représentants du système verraient très bien les rares projets citoyens péniblement sortis d'un dispositif inexistant, voire dissuasif. Ces rares projets citoyens, traités et débattus dans les médias qu'ils contrôlent eux et orchestrés par les journalistes qu'ils salarient eux. En résumé, le dispositif proposé par ces imposteurs démocratiques se résume ainsi. Une initiative qui se débrouille toute seule, suivie par des débats contrôlés par eux. Ce quatrième principe, il établit donc ainsi de façon claire la nécessité de créer une infrastructure de débat totalement indépendante de l'oligocratie, totalement indépendante des dispositifs représentatifs, permettant à tous les citoyens qui le désirent de participer à des débats éclairants sur tous les sujets issus du dispositif d'initiative. Pour terminer, votre cinquième principe dit que le résultat d'une votation n'a de légitimité démocratique que si la moitié au moins du corps électoral s'est exprimé. Ne craignez-vous pas que ce quota de participation relativement élevé invalide la plupart des résultats des RLS, alors que les votations du système oligocratique, elles, sont valables même avec des quotas de participation très bas? Alors, ce cinquième principe établit effectivement un seuil de validité de la votation citoyenne supérieur à celui de toutes les votations oligocratiques. C'est tout à fait exact. Et c'est même encore plus que ça, dans la mesure où ces votations oligocratiques n'ont même pas de seuil limite de participation et qu'on pourrait très bien imaginer une participation de 10%, voire moins, sans pour autant que constitutionnellement le résultat de la votation puisse être contesté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre principe est d'ailleurs critiqué par certains de nos amis travaillant sur la démocratie citoyenne. Ces démocrates, souvent sincères, ont du mal à comprendre pourquoi le dispositif citoyen que nous proposons se rendrait ainsi volontairement la vie plus difficile que l'oligocratie, et pourquoi il serait plus exigeant quant au nombre de votants nécessaires pour valider une votation. En réalité, la réponse à cette question est contenue dans les termes mêmes de sa formulation. En effet, il est clair que, par l'application de ce principe, le référendum libre et souverain établit une nouvelle légitimité, spécifique à sa nature citoyenne. Cette nouvelle légitimité
ayant un caractère tout à fait incontestable, au contraire de la pseudo-légitimité des décisions oligocratiques qui sont immédiatement contestées sitôt qu'elles sont annoncées. Preuve de leur pseudo-légitimité. Le fait majoritaire, dans la mesure où il l'est réellement par l'application d'un quota minimal, ce fait majoritaire, lui, est incontestable par nature, et la démarche citoyenne peut alors se prévaloir d'une éthique démocratique qui la place hors d'atteinte de toute critique. Elle donne ainsi l'exemple face à la pusillanimité de l'oligocratie. Signalons enfin que ce quota de 50%, c'est un minimum, et que le cinquième principe n'interdit pas que les débats du collectif aboutissent à une rehausse éventuelle de ce chiffre. Comment vont se dérouler maintenant les travaux du collectif? Quel est votre calendrier? Alors, une série de réunions a été programmée. Ces réunions auront pour objet d'aboutir à une rédaction définitive et approuvée de la charte référendaire. Différents amendements au projet initial qui comporte 11 articles ont d'ores et déjà été déposés par les adhérents. Ces amendements seront présentés par les auteurs, tout logiquement, débattus par l'ensemble du collectif et seront enfin soumis à la votation des participants. Et une fois la charte définitivement adoptée, une réflexion sera alors engagée pour définir un projet stratégique, c'est-à-dire arrêter de façon précise les moyens que nous activerons, que nous comptons activer pour rendre effective la modification constitutionnelle. Et il s'agira notamment pour nous de définir une stratégie de communication, d'une part, et d'autre part, d'identifier clairement la fenêtre juridique qui nous permettra d'arriver à nos fins en toute légalité.